optométriste, mais également oculariste, je reçois aujourd'hui Philippe Gardon. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Philippe nous décrit avec passion son métier peu courant d'oculariste et nous raconte les diverses étapes pour arriver jusque-là. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, Philippe Gardon. Tu seras notre première oculariste sur Vision d'Expert. Donc, on parlera plus loin que de ce métier-là, tes débuts en tant qu'optométriste, en passant même par un poste de responsable de centre, maintenant directeur des relations médicales et scientifiques chez Dencott. On parlera aussi de ta vision de l'évolution de l'ophtalmo en général. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Eh ben, enchanté, Philippe Gardon, aujourd'hui oculariste essentiellement, au départ opticien de formation, puis titulaire d'une maîtrise. À l'époque, on appelait ça encore une maîtrise, équivalent d'un master aujourd'hui en sciences d'optique physiologique et d'optométrie. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai presque 25 ans de carrière derrière moi, en étant passé par les services ophtalmologie pendant près de 15 ans. Puis j'ai dirigé un centre d'optique un peu particulier pendant 6 ou 7 ans. Et je suis ensuite devenu oculariste aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un petit bout de route quand même. Super, merci. On va reprendre depuis le début. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie d'être opticien dans un premier temps, mais ne pas travailler en magasin puisque tu as décidé de continuer déjà pour cette première étape? Raconte-nous un petit peu tout ça. Bah, c'est le fruit du hasard et c'est le fruit de rencontres en ce qui me concerne, hein. Ça a été surtout ça. Quand j'ai passé mon diplôme d'opticien à l'époque, fin des années 90, j'avais un ami qui était opticien lui-même et qui a eu besoin un été que je vienne l'aider au magasin pour faire les montages, qui est le travail théoriquement un peu ingrat, mais à l'époque, pour financer mes études, c'était intéressant, donc financièrement. Et un jour, je suis simplement allé aider mes collègues à la vente. Il s'avère que je suis tombé sur un ophtalmologiste de la clinique à côté à Aulnay-sous-Bois, avec qui j'ai discuté. J'avais besoin d'un stage à l'époque dans le cadre de ma maîtrise. Il m'a pris en stage, il m'a gardé après comme collaborateur pendant 8 ans. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'engrenage du monde de l'ophtalmologie et que j'ai énormément appris. Daniel Guérin, pour ne pas le nommer, s'il regarde l'émission, je le salue et je lui témoigne encore une fois toute ma reconnaissance, parce qu'on a eu une collaboration extrêmement instructive, respectueuse des compétences des uns et des autres, et en mettant toujours nos compétences, alors pour ma part un peu technique, optique, etc., et quant à lui, bien évidemment, beaucoup plus médical et chirurgical, au service du patient. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était à l'époque calcul d'implants intraoculaires, etc., sur les adaptations de lentilles pour les kératocones ou les choses dans le genre. Et on a progressé comme ça ensemble et j'ai appris grâce à lui énormément de choses, ce qui me permet, grâce à ce premier pied que j'ai mis dans le monde de l'ophtalmologie à l'époque, d'aujourd'hui, d'être capable de comprendre quand un ophtalmologiste s'adresse à moi et me parle d'une pathologie oculaire, parce que j'en ai déjà au moins entendu parler. D'accord, très bien. Et du coup, où tu te places dans le débat entre les optos qui sont de fait, alors qu'ils ne sont pas réellement reconnus en France par leur métier, puis c'est plus les opticiens que l'on embauche en centre ophtalmo. Où est-ce que tu te places? Tu penses que l'optométrie devrait être reconnue à sa juste valeur et donc du coup obtenir une place, peut-être celle qu'elle a déjà actuellement dans les faits, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est ce que j'ai vécu comme étant une guerre, moi, à l'époque, puisqu'à l'époque, la guerre était vraiment ouverte, hein, entre les optométristes, et les orthoptistes, les ophtalmos, etc. J'ai beaucoup participé à une époque sur des forums, les 3O, etc. Enfin bon, bref, pour essayer d'avoir un débat constructif. Je pense que ce débat ne peut se placer que dans l'intérêt supérieur du patient. Mhm. Voilà, la cible, elle est là, et notre objectif, c'est le patient, et c'est comment faire en sorte que le patient soit mieux pris en charge. Est-ce qu'on a des axes d'amélioration au sein de la filière de la santé visuelle pour améliorer la prise en charge du patient?
qu'il y a des compétences diverses, variées. Il y a des gens qui développent des compétences diverses et variées. Il y a des gens passionnés, j'en fais un peu partie malheureusement, qui vont chercher à améliorer un peu tout ce qui est possible de faire. Mon expérience personnelle au travers des différents parcours que j'ai eus, quand euh, les choses se font en bonne intelligence et dans le respect de chacun, le patient en sort grandi. Alors après, orthoptiste, optométriste, on a des débats qui sont difficiles à appréhender aujourd'hui en l'état actuel, notamment du cadre juridique d'exercice des uns et des autres. Il y a toujours cette limite prescripteur-vendeur qui fait que l'exercice en magasin de l'optométrie peut être, si elle n'est pas vraiment ultra cadrée, peut porter tendance à pousser un peu les indications de renouvellement de lunettes, et c'est ça la limite. Je participe à un séminaire également qui s'appelle Vision et Prospective. On a eu un grand débat sur tout ce qui est télé-expertise avec des services qui sont proposés par les opticiens sur des ordonnances signées par des ophtalmos sans qu'il y ait vraiment de bilan ophtalmologique complet. Il y a des risques. Il faut cadrer ces risques, il faut en discuter ouvertement. Je pense qu'à travailler ensemble, on peut apporter quelque chose parce que, voilà, en général, l'expérience terrain de l'optométriste ou de l'opticien qui s'est amélioré en réfraction et qui fait ça depuis des années. Moi, je connais des opticiens qui ont juste le BTS et qui sont très, très, très compétents en réfraction, autant que des gens qui ont passé des diplômes divers et variés. Donc, voilà, le travail aidé en consultation, j'étais un des précurseurs en la matière. À l'époque, je me suis fait tirer dessus à boulet rouge là-dessus. On a vu le bénéfice que ça engendrait en termes de délai de rendez-vous, en termes euh, de libération de temps médical pur sur l'analyse des problèmes pathologiques ou autres dans l'intérêt supérieur du patient. Donc, je pense qu'il y a des choses à construire. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien cadré, il faut que ce soit déontologique et il ne faut pas qu'on oublie l'intérêt supérieur du patient au final. Vraiment. Donc, moi, je ne suis pas contre les orthoptistes, je ne suis pas contre les optométristes. J'enseigne accessoirement, enfin, j'ai enseigné en tout cas aux orthoptistes, là, j'ai un peu arrêté. Donc, voilà, je suis pour un partage des connaissances et dans l'échange, on est toujours meilleur à deux cerveaux qu'à un seul, ça, c'est certain. D'accord, très clair. Donc, après ta maîtrise, tu vas faire de la consultation aidée. Oui. Ensuite, tu vas prendre la direction d'un centre. Qu'est-ce que c'était cet emploi-là et quel type de centre? Alors, donc, dans mon premier parcours de 8 ans à Aulnay-sous-Bois avec Daniel Guérin, j'ai surtout fait tout ce qui était chirurgie de cataracte, du glaucome, paupières, etc. Ensuite, j'ai travaillé avec Jean-Marc Ancel à Neuilly-sur-Seine, que je remercie et que je salue aussi au passage, où j'ai beaucoup appris. Ça a été toute la période de développement de tout ce qui était topographie un peu améliorée avec les courbes d'élévation, avec les pachymétries intégrées, etc. Je fais court, hein, et puis tout ce qui était abérométrie. Donc, voilà. Ensuite, on est venu me chercher pour me proposer la direction d'un centre qui s'appelle Vision Contact à Paris, où là, c'est un magasin d'optique, hein, d'un point de vue pur, mais où on ne prend en charge que des patients qui nous sont adressés par les médecins pour enfin, on prenait, parce que moi j'ai arrêté, en charge que des patients, soit des cas pathologiques où il fallait d'essayer d'optimiser, soit par la réfraction, soit par les effets grossissants, soit par des tas de choses, le potentiel visuel résiduel, soit des cas d'hypersensibilité ou d'hyperexigence visuelle, avec des gens qui pouvaient ne pas supporter typiquement des corrections d'astigmatisme principalement, mais aussi des corrections sphériques, et ou des problèmes d'adaptation en verre progressif. Et j'avais développé une certaine expertise sur les essais de verre comparatifs qui permettaient de proposer la meilleure solution aux patients. En fonction de ça, j'ai un peu publié sur le sujet pendant quelques années. Et c'était extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Et dans cette cohorte de patients qu'on je confiais gentiment, il y avait un oculariste qui m'a dit: «Je vous verrais bien dans la prothèse oculaire, compte tenu de votre côté un peu consciencieux, méticuleux, de votre approche du patient, etc.» Et je lui dis à l'époque que bah, je n'y connaissais rien, hein, malheureusement, à ce niveau-là. J'avais des patients avec des prothèses, mais je ne voyais pas plus. Et puis, je suis allé quelques samedis dans ce cabinet pour voir au départ, simplement. Et puis, j'ai passé le diplôme, et puis je l'ai eu. Et aujourd'hui, je ne fais quasiment plus que ça parce que ça monopolise tout mon temps et je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses à côté.
D'accord, super. Alors, on va se plonger là-dedans, justement. On dit l'ocularisme, Alors, c'est un oculariste. ça? Et la science, on va dire le métier. Bah, c'est le domaine de la prothèse oculaire. À ma connaissance, il n'y a pas de terme consacré sur le sujet. Très bien. Donc, je vais te laisser nous expliquer à quoi ça correspond. Combien vous êtes en France? On le croise assez peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients intéressés par ce type de prothèse? Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Alors, en termes de chiffres, on a des chiffres assez précis quand même en la matière, puisque la spécificité de la prothèse oculaire, c'est que nous sommes soumis à des tarifs réglementés D'accord. depuis 2007. Il y a eu une petite modification en 2012 sur un point de notre nomenclature, mais en gros, l'ensemble de nos tarifs sont réglementés depuis 2007 et n'ont pas évolué depuis d'ailleurs. Donc, si le ministère se penche sur cette émission, je les accueille à bras ouverts pour en discuter. Voilà. Donc, tout est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il n'y a pas de problème de dépassement d'honoraires ou de choses dans le genre. On est soumis vraiment à un prix strict, à un prix limite de vente. Et donc, on a des chiffres précis. En gros, aujourd'hui, il y a environ 150 000 porteurs de prothèses oculaires en France. On n'imagine pas que c'est à ce point-là en première intention. Et nous sommes à peu près 90 ocularistes agréés pour pouvoir nous occuper de ces patients. Il y a deux pendants principaux de notre activité, la réalisation et l'adaptation des prothèses oculaires, et puis l'entretien et le suivi des patients. Donc l'entretien et le suivi, c'est le contrôle de la cavité, le contrôle de l'état de la prothèse et de l'évolution éventuellement de l'orbite et de tout ce qui s'y passe. Donc là, on fait des petits polissages de prothèses oculaires dans le cadre du suivi. Et puis, on adresse à l'ophtalmologiste, bien évidemment, si jamais on détecte quelque chose qui ne tournerait pas euh, de manière favorable, si je puis dire. Et puis, l'adaptation et la réalisation de prothèses. Alors là, on a deux grandes catégories à nouveau de prothèses oculaires. On a les prothèses oculaires que tout le monde connaît quand il s'agit de parler de l'adaptation d'un patient qui a dû subir une éviscération ou une énucléation pour cause de tumeur, de glaucome néovasculaire ou autre. Enfin bon, bref, les causes sont multiples, diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, on a de plus en plus aujourd'hui, et ça c'est intéressant de le noter quand même, d'adaptation, ce qu'on appelle de verres scléraux ou de prothèses de recouvrement. La prothèse de recouvrement, c'est quand on a un œil qui a été généralement traumatisé ou abîmé par une pathologie, une uvéite, un ulcère de cornée, enfin bon, bref, voilà. On peut tout à fait faire une prothèse relativement fine, comme une espèce de grosse lentille, sur mesure, bien évidemment, tout est fait sur mesure en ce qui nous concerne, et qui va recouvrir cet œil et cacher son côté un peu disgracieux. Donc on reproduit l'aspect esthétique de l'œil contralatéral sur une prothèse très fine, mais qui va recouvrir l'intégralité de la surface. Et ça, c'est ce qui se développe de plus en plus parce que ça permet de redonner un regard aux patients, et ça, c'est très apprécié de la part de ces derniers, sans être obligé de passer par la case chirurgie dite mutilante, c'est son intitulé. On conserve le globe, donc on conserve un potentiel espoir thérapeutique à terme si l'évolution de la science le permet, quoi. Ça, donc concrètement, c'est pas un œil de verre finalement, hein. Non, C'est une prothèse qui vient se poser au devant du globe. exactement. C'est une prothèse qui va recouvrir l'ensemble de la surface du globe. En fait, quel que soit le type d'appareillage qu'on fait, on procède tous en réalisant dans un premier temps, la première étape, on réalise une empreinte, alors soit de la cavité quand il y a eu éviscération et nucléation, soit du globe oculaire quand il est toujours en place. Cette empreinte, c'est le passage un peu désagréable pour le patient, puisqu'il va ressentir, personne ne m'a jamais dit que ça faisait mal, hein, mais tout le monde m'a dit qu'il serait mieux à la terrasse d'un café par une belle après-midi d'été qu'en train de se faire prendre une empreinte de l'œil ou de la cavité. Donc voilà, on sent une petite pression, c'est pas très agréable, mais ça ne fait pas mal. Sur la base de cette empreinte, l'oculariste va réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon une préforme ou une forme blanche, c'est-à-dire on va faire un prototype en fonction des observations que nous avons faites, en résine toute blanche, généralement. Et ce prototype, on va le faire essayer au patient lors du second rendez-vous. Ce prototype, on va vérifier essentiellement deux aspects. Le premier, pour moi qui est crucial, c'est le confort. Parce que si on peut faire la plus belle prothèse du monde, si le patient ne la supporte pas, on a perdu d'office. Donc, un, le confort, et deux, l'esthétique. On va surtout jouer sur le volume, puisque plus je mets de volume au niveau de ma prothèse, plus j'ouvre les paupières, et moins j'en mets, plus je les referme. Et mon but, c'est de doser l'ouverture pour qu'on ait un aspect le plus symétrique possible. Donc, c'est là tout l'art de l'oculariste
c'est de réussir à doser ça, et c'est pas évident. Il y a une vraie courbe d'apprentissage dans ce métier. C'est pour ça que pour pouvoir exercer, il faut à la fois le diplôme et ensuite 3 ans d'activité à temps plein pour pouvoir avoir son agrément ADELI personnel. On a prévu ça quand même dans les statuts pour éviter que des jeunes se retrouvent face à des patients et ne s'en sortent pas, dans l'intérêt du patient, bien évidemment. Et ensuite, une fois qu'on a établi, bien vérifié ces deux aspects qui sont le confort et l'esthétique, bah, on prend nos repères comme en optique, hein, presque, peu de choses près, il y a quelques nuances, pour le centrage, pour que le patient ait, comme on dit vulgairement, les yeux en face des trous, c'est mieux, hein, parce que si on fait un regard qui louche, c'est pas gracieux. Et grâce à ce prototype, on a validé la forme, donc c'est ce qu'on veut reproduire, on le coule dans un moule, et c'est dans ce moule qu'on lance la fabrication, cette fois-ci avec les dessins, la couleur de l'iris, le dessin des vaisseaux, le gérontoxon s'il y en a un, les petites taches mélaniques quand il y en a, la vascularisation, les taches, etc. Pour le troisième rendez-vous, cette fois-ci, on pose la prothèse et on valide avec le patient qu'on obtient un résultat satisfaisant et en termes de confort et en termes d'esthétique. D'accord, et donc du coup, ce dessin de tous les petits vaisseaux, c'est fait automatiquement par une sorte d'imprimante 3D ou c'est carrément à la main? Non, non, c'est que nous, parce que comme, alors, si on doit revenir aux chiffres, en gros, le marché de la prothèse oculaire en France, chiffre sécu, hein, encore une fois, c'est 9 millions d'euros, uniquement prothèse oculaire. D'accord? Si on répartit ça sur les 90, forcément, quand on divise, on se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose. Donc, on a, malheureusement, compte tenu de la tarification en vigueur, pas de capacité d'investissement dans des développements technologiques qui nous permettraient d'améliorer la prise en charge. On rêve tous, a priori, de pouvoir un jour imprimer en 3D les prothèses oculaires en faisant un examen topographique, biométrique, échographique, je ne sais pas, qui nous permettrait de scanner un peu la cavité, de définir du dessin assisté par ordinateur, de la DAO, de la CAO, concevoir une forme en fonction de ça. On clique sur le bouton imprimer le soir et puis le lendemain matin, on arrive, la prothèse est prête. Non, aujourd'hui, tout est fait vraiment avec nos petites mains pleines de doigts. Moi, j'ai une équipe pour ça ici chez Delcote parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Je ne peux pas voir les patients et leur consacrer le temps nécessaire parce que c'est des patients qui sont quand même traumatisés, donc ça nécessite d'établir un lien de confiance. Donc voilà, mes rendez-vous durent très rapidement 1 heure hein, en fait pour les prendre en charge convenablement. Et donc, du coup, bah, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc, j'ai une équipe avec une miniaturiste qui va me faire la petite peinture des iris avec les petits radiers qu'on fait au scalpel, en fait, sur des petites capsules pour reproduire la couleur exacte. Et j'ai 2 prothésistes qui m'aident, qui fabriquent les prothèses que je pose ensuite, sur les recommandations que je leur donne en fonction des observations que j'ai pu faire sur le patient. D'accord, Voilà, très bien. c'est toute une chaîne de processus et tout est fait à la main. À la base, la prothèse, c'est du PMMA, donc du polyméthylmétacrylate, c'est de la poudre, un liquide, on mélange, ça fait une pâte, on fait cuire, ça durcit, et puis des pigments qui sont des pigments naturels qu'on incorpore dans la prothèse. Euh, et ça rend cet appareillage totalement biocompatible. On a vraiment 0 cas de rejet lié au matériau. C'est le même matériau qu'on a utilisé initialement en chirurgie de la cataracte pour les implants intraoculaires. Donc, on a vraiment un gros recul là-dessus. On sait qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est la sensibilité du patient et c'est à nous de nous adapter à ça. Donc, soit on peut faire des petits réglages pour gérer les appuis et faire en sorte que l'acceptation se fasse, soit on a un œil qui est encore hypersensible, qui est même limite douloureux sans rien. Et là, l'adaptation devient naturellement beaucoup plus complexe, quoi. D'accord, alors du coup, cette prothèse, le patient l'enlève le soir pour dormir ou il le garde Alors, 24/24? puis maintenant, ça, c'est ce qu'on a longtemps préconisé à nos patients. En fait, un petit peu d'histoire, ça aide à remettre les choses en perspective. Initialement, on travaillait sur des prothèses en verre, d'où la notion d'œil de verre. Bon, bah, quand on prend un verre et qu'on le met plusieurs fois au lave-vaisselle, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, il blanchit, il se ternit, hein. Il y a des incrémentations qui se font dedans. Et donc, initialement, à cette époque-là, on conseillait à nos patients de retirer tous les soirs leur prothèse et puis de faire des bains bien particuliers, puis de remettre la prothèse le matin. Quand on est passé en matériaux en résine, comme on utilise aujourd'hui, instinctivement, on s'est dit que plus les patients nettoyaient leurs prothèses, mieux c'était, pour des raisons évidentes d'asepsie, enfin bon, bref. Et donc, on a eu une partie de nos patients qui ont suivi scrupuleusement nos recommandations, et puis une autre partie qui, par appréhension légitime de devoir la retirer, de ne pas réussir à la remettre, l'ont portée tout le temps. Là, finalement, on est toujours plus intelligent après qu'avant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même globalement, statistiquement, moins de problèmes
quand les patients conservaient tout le temps en port permanent leur prothèse oculaire, qu'ils dorment avec, ils mangent avec, ils se lavent avec, ils voyagent, ils font du sport, ils font tout ce qu'ils veulent, quelques exceptions près, plutôt que quand ils la manipulent tous les jours, parce qu'en en fait, on a analysé que quand ils manipulent quotidiennement, le geste étant pas toujours très sûr, le risque, c'est de créer des petites lésions à répétition qui peuvent être des portes d'entrée infectieuses à terme. Donc aujourd'hui, on conseille de ne pas les retirer et puis de revenir nous voir une fois tous les 6 mois, un an, grosso modo, en moyenne, hein, ce ne sont des moyennes statistiques, tout ça, pour faire un petit polissage de la prothèse oculaire, parce que dans les larmes, il y a une composante ionique avec du calcium et des protéines notamment, et que comme la salive dans la bouche, les larmes finissent par faire du tartre sur les dents, on a du tartre aussi, entre guillemets, sur la prothèse, des petits dépôts calcaires, qui vont avoir deux conséquences. Une première conséquence mécanique, avec une sensation de gêne au clignement de la paupière, parce que ça frotte dessus, bien évidemment. Et puis une deuxième conséquence à terme, quand les dépôts deviennent trop importants, parce que comme ces dépôts sont peureux, ça peut tout à fait créer une espèce de logement de fonction pour toute bactérie croisée dans la nature. Et ça peut être un foyer infectieux à terme. C'est jamais grave, ça reste très superficiel. Mais le but, c'est d'enlever ces dépôts pour éviter toutes ces complications. Et ça, en fonction de la nature des larmes, on préconise de le faire en moyenne tous les 6 mois, un an. D'accord, très bien. Alors, c'est peut-être pas souhaitable pour ta profession, mais où en est la recherche scientifique sur on greffe un petit peu de tout, désormais, où en est la recherche scientifique sur la greffe, d'un œil? Alors, sur la greffe d'un œil, alors on sait de plus en plus greffer. Alors les cornées, c'est bon, c'est quelque chose qu'on maîtrise. On progresse, on affine les techniques et les greffes de cornée aujourd'hui donnent des résultats franchement extrêmement probants. Les greffes rétiniennes, on est encore en phase de travail et d'amélioration là-dessus. Je lis des choses qui me paraissent très intéressantes et qui, à mon avis, dans un avenir proche, donneront des résultats satisfaisants, vraisemblablement. Je ne sais pas sur quel axe exactement, mais bon, ça progresse, ça c'est certain, c'est notoire. Euh, sur les greffes d'œil complet, il y a eu un cas qui a été médiatisé, hein, aux États-Unis, où a priori la greffe a prise. Il n'y a pas de phénomène, enfin, j'ai pas lu, en tout cas dans la littérature à ce jour, de phénomène de rejet de la greffe en tant que telle. Là où on a quand même un petit peu plus de problèmes, c'est sur la fonction visuelle en tant que telle, où là, il faut bien comprendre, mais ça tout le monde le sait, que l'œil n'est qu'une caméra. L'œil regarde, mais c'est le cerveau qui voit. Et le cerveau, il voit grâce à un logiciel qu'on a construit tout au long de notre développement, essentiellement entre l'âge de 0 et 6 ans. Ça, on le constate tous dans notre expérience professionnelle. Et ce logiciel, il est propre à chacun. Et donc, quand on greffe une nouvelle caméra qui a un certain codage avec une certaine disposition de cellules, etc., sur un cerveau adulte qui a développé son propre logiciel, les deux informations ont du mal à s'associer ensemble. Et je pense que le développement à terme sera dans notre capacité d'une meilleure appréhension de la fonction visuelle, parce qu'aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de choses, l'aire occipitale, mais aussi ensuite les voies ventrales et dorsales au niveau du cerveau, pour passer par la mémoire, l'aire motrice au niveau frontal, etc. Je me passionne pour tout ça, mais pour l'instant, on a du mal à faire coïncider la caméra avec la carte vidéo de notre petit ordinateur qui est là. D'accord, un problème de compatibilité entre Voilà, les mais ça va progresser aussi à terme. Et puis, on sait très bien que la plasticité corticale, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation, se fait d'autant plus facilement quand on est jeune que quand on grandit. On le voit, moi je l'ai vu des nombres de fois incalculables en correction optique pure. Les aberrations d'un verre et d'une correction optique sont plus difficilement supportables quand le changement est important quand on est âgé que quand on est jeune. J'en suis un exemple vivant, malheureusement, moi-même aujourd'hui. Donc voilà. OK, super. Directeur des relations médicales et scientifiques chez Dencote, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pour habitude maintenant, depuis un certain temps, de publier dans les revues scientifiques, dans les cahiers d'ophtalmologie et d'autres revues, je ne détaille pas tous les noms, etc. J'ai eu cette chance d'être sollicité pour faire ça. Je suis interviewé assez régulièrement, comme on le fait aujourd'hui. Euh, et puis, je participe beaucoup à différents congrès, la Société française d'ophtalmologie, bien sûr. Pas cette année, je ne fais rien. Pour une fois, ça me Mmh. détend. Je participe à différents, enfin les AOP, etc., quand on me sollicite.
et les journées des orthoptistes également, enfin bon, bref. Et puis, je participe aussi à un séminaire qui s'appelle Vision et Prospective, je suis fier de cette structure dont j'ai hérité par Pierre Rocher il y a quelques années, qui était le fondateur de ce séminaire, qui est un séminaire qui regroupe les ophtalmos, les opticiens, plus ou moins optométristes ou qualifiés en optométrie, et les orthoptistes, qu'on a du mal à recruter lors de cet événement. Et ça permet des échanges extrêmement riches parce qu'on explique nos contraintes spécifiques dans notre domaine d'activité. Et donc, le quatrième mot, c'est moi, c'est l'oculariste. Et c'est très intéressant d'échanger et d'échanger de manière scientifique. Donc moi, je suis pour les échanges, je milite pour ça, pour que tous les opticiens, les ophtalmos, les orthoptistes communiquent entre eux, parce qu'on ne fait pas tous les mêmes analyses, les mêmes tests, et on n'a pas tous le même ressenti du patient, qui va pouvoir parfois s'exprimer plus ou moins librement, en fonction du temps qu'on peut lui consacrer ou pas, en fonction du sentiment d'empathie qu'il peut avoir avec nous ou pas. Et donc, ces échanges nous enrichissent en général, quoi qu'il arrive. Donc oui, je suis un fervent militant de l'échange interprofessionnel dans le domaine de la santé visuelle, mais ça c'est sûr. Et étant ouvert à ces discussions, ça crée des relations d'échange qui sont toujours enrichissantes. J'imagine. Donc, tu as vécu une évolution importante de Oui. l'ophtalmologie en règle générale depuis 15-20 ans. Heu, Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Est-ce que tu as des choses de ton point de vue, hein, d'optométriste, oculariste, est-ce que, tu vois des choses qui se profilent à l'horizon, qu'on ne voit pas encore? Bah, c'était le terme du dernier séminaire, justement, ça va être très probablement l'avènement, enfin, et l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les process d'examen, de mesures diverses et variées, avec la capacité de diagnostiquer beaucoup plus facilement des pathologies sous-jacentes qui seraient pas forcément visibles si on n'y regarde pas vraiment de plus près ou des choses dans le genre. Donc, d'avoir une meilleure reproductibilité du diagnostic, des mesures plus fiables, un outil qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est déjà intégré pour certains fabricants de verre dans la réalisation de certaines géométries de verre, notamment en verre progressif, avec des résultats qui semblent, en première approche, hein, très intéressants de ce point de vue-là, un taux de satisfaction qui semble avoir été sensiblement amélioré. Je pense à des diagnostics rétiniens, des diagnostics cornéens, des diagnostics d'opacité cristallinienne, etc. Je pense qu'on va vraiment améliorer les choses de ce point de vue-là. Moi, j'ai démarré à l'époque au Java sans à la lunette d'essai, et voilà. Et aujourd'hui, bah, on a des outils. Enfin, moi, je trouve ça magnifique de pouvoir, ne serait-ce que démarrer avec un autoref à peu près précis. J'ai vu l'avènement de la tonométrie AR, j'ai vu l'avènement des topographes et de plus en plus précis, qui aujourd'hui nous donnent des images qui nous parlent, mais de manière sans qu'on ait à supposer que peut-être éventuellement il y aurait. Donc, je pense que l'IA va être vraiment un outil complémentaire. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Je ne fais que répéter ce que tout le monde observe déjà et tout ce que tout le monde commence déjà à développer en la matière, et avec des premiers résultats qui sont vraiment concluants, comme dans d'autres domaines de médecine. Je pense notamment à la radiologie, l'imagerie, enfin bon, bref, où là, les résultats sont objectivement bluffants. La vraie question va être déontologique à ce niveau-là. Dans quelle mesure, c'était un peu la conclusion du séminaire, dans quelle mesure euh, si le professionnel de santé, je parle comme ça large au niveau du spectre, estime d'après son expérience propre que l'IA ne fait pas forcément la meilleure indication en termes de prise en charge, d'appareillage ou autre, dans quelle mesure, d'un point de vue médico-légal, parce qu'on évolue dans un environnement qui est quand même qui tend vers quelque chose de plus en plus contentieux quand même, juridique, dans quelle mesure, quand le professionnel de santé décide en son âme et conscience de ne pas forcément suivre ce que lui a dit l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va raisonner sur une courbe de Gauss, hein, donc elle va se dire qu'elle a 95% de chances d'avoir raison avec ça, et que nous, on estime, à contrario, qu'on est plutôt dans une situation où on sort des sentiers battus avec 5%, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant depuis quelques années. Dans quelle mesure, d'un point de vue médico-légal, on a le droit, la possibilité de le faire? Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que va faire la justice à terme en cas de contentieux?
si le professionnel, avec des arguments solides, décide de dire que l'intelligence artificielle s'est probablement trompée dans son diagnostic, quelle sera la sanction et du coup, quelle sera la médecine de demain, si on n'accepte plus cette notion d'aléa thérapeutique, voilà. C'est ça, donc du coup, une prise de risque, assumée, mais qui, forcément, si elle venait à être sanctionnée, forcément, perdrait en termes de volume, quoi, hein? Bah, à mon sens, hein, si cette prise de risque, relativement maîtrisée, argumentée et cetera, est considérée comme une faute demain par la justice, je pense que c'est la fin de la médecine tout court, hein, tout Ouais, simplement, hein. Enfin, voilà, parce que du coup, plus personne ne voudra prendre le risque, tout le monde suivra le diagnostic de l'intelligence artificielle et puis on n'en parlera plus. Ça serait dommage à mes yeux. Il faut garder je pense que l'association intelligence humaine, intelligence artificielle peut améliorer dans l'intérêt supérieur du patient, encore une fois, parce que ça doit être le leitmotiv, la prise en charge des patients. Ça peut accélérer les processus, ça peut diminuer les problèmes de délai de rendez-vous, ce dont on parle souvent en ophtalmologie, entre autres. Ça peut améliorer quantité de choses. C'est déjà en place beaucoup, je l'ai vu de mes yeux vus en radiologie, et ça a amélioré les choses de manière assez exceptionnelle. Donc, je pense que s'il peut en être de même, il faut juste être capable d'expliquer que, voilà, une machine va raisonner statistique, va raisonner, sur des choses comme ça et qu'il faut garder une part d'humain pour les 5 qui sortiront un petit peu des cases et bah, ça, c'est, l'apprentissage humain et l'expérience, du terrain qui peut nous apporter cette expertise-là et cette modération par rapport à un 100 intelligence artificielle. très bien. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Quel conseil, tu donnerais à un jeune qui est intéressé par l'optique, par l'ophtalmologie et qui ne sait pas où aller? Parce que maintenant, il a quand même pas mal de choix. Alors évidemment, la voie royale, ce serait médecine et ophtalmologue, mais admettons que ce ne soit pas possible, qu'est-ce que tu conseillerais, à quelqu'un qui est intéressé par ce domaine-là? Alors, un des enseignements d'un de mes maîtres, encore une fois, que je vais renommer, qui est Pierre Rocher, hein, qui était donc, a été toujours de dire que les deux mamelles du marketing, il parlait en termes de marketing à l'époque, sont la segmentation et la différenciation. Il faut être capable de se différencier. Alors, la voie royale, c'est quand même l'ophtalmologie. Ça, enfin, je pense, hein, sincèrement, que voilà, c'est un domaine passionnant qui est en pleine évolution. Encore une fois, moi, il y a 25 ans de ça, donc j'ai démarré avec Javal, lampe à fente et lunettes d'essai aujourd'hui, enfin, quand je vois la faculté qu'on a à faire des examens beaucoup plus poussés, enfin, c'est juste génial, quoi. Enfin, je trouve ça formidable. Et je pense que ça va encore se développer, donc il va y avoir certainement des développements à faire et des analyses plus poussées. Donc je pense que le champ des possibles va s'élargir au fur et à mesure des années qui viennent pour les ophtalmologistes. En optique, aujourd'hui, j'ai un discours un petit peu plus modéré pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'optique, parce qu'aujourd'hui, on est énormément d'opticiens en France. Il n'y a qu'à marcher dans la rue pour s'en rendre compte, hein. Il y a presque plus de magasins d'optique que de boulangeries aujourd'hui. Donc, si quelqu'un se passionne pour ça, c'est un métier qui est passionnant. On peut développer des tas de choses aussi. Enfin, c'est vraiment, je suis un passionné, je suis un fervent défenseur de ce métier-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de se différencier, mais se différencier vraiment. Euh, et pour ça, il y a deux axes commerciaux possibles. Soit le low cost, et donc j'ai essayé de développer des stratégies de volume, d'activité ou de choses dans le genre. Je pense que là-dessus, tout a déjà été fait, très sincèrement. Soit s'orienter vers, pas forcément du luxe, mais vers un côté beaucoup plus méticuleux, pointu, pour des porteurs, des patients ou des clients, on peut jouer sur les mots, plus exigeants en termes de qualité de produit, en termes de qualité de correction optique, de choix de géométrie de verre, puisque le verre, c'est un transformateur de l'espace, hein. Son job, c'est de dévier les rayons lumineux. Et donc, bah, il fait son travail. Ça déforme l'environnement perçu. Il y a des gens qui supportent et il y a des gens qui ne supportent pas. Être capable d'analyser ça, il y a des techniques, mais ça prend du temps. Et aussi s'informer un peu plus sur la technologie embarquée dans les verres, parce que ça, aujourd'hui, je reproche régulièrement au labo de ne pas trop nous informer sur vraiment ce qu'il y a dans les verres. Et c'est dommage, parce que plus on en sait, plus on propose le bon verre pour le bon patient. Ça, c'est quand même intéressant.
et puis de se passionner pour ce qu'ils font et de s'intéresser toujours, de croire le patient. En première intention, toujours croire le patient quand il évoque une gêne, une plainte, et essayer de comprendre pourquoi il est gêné. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et puis partant de là, on développe des choses. En contactologie, on est en train de développer des choses extrêmement intéressantes aussi. Toute la gamme des lentilles sclérales qui se font ici. Moi, j'en fais peu, mais mes collègues en développent beaucoup. Ça représente une grosse partie de leur activité parce que c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié et puis on est revenu dessus. On a mieux développé les géométries, les appuis, etc. Et aujourd'hui, je vois, moi, les patients qui sortent du cabinet sont enchantés parce qu'ils ont les bénéfices de la lentille souple et la qualité de vision d'une lentille rigide. Donc, c'est vraiment. Donc voilà, il y a des améliorations dans tous les domaines et je pense que ça va continuer. La gestion de la presbytie aussi, où pour l'instant on est dans des situations, quelles qu'elles soient, lunettes, chirurgie, lentilles, qui sont encore des notions un peu de compromis visuel. Je pense qu'on peut développer encore d'autres choses. Il y a des choses qui semblent arriver là, que je suis de près. Donc voilà, je pense il y a vraiment des choses à faire. Il faut juste être passionné un minimum, se lever le matin avec l'envie d'aller travailler et l'envie de rendre service à des patients. On en tire la juste récompense financière en fonction de ce qu'on a décidé de s'investir. Mais plus on s'investit, plus on gagne, moins on s'investit, plus on accepte une situation plus modeste. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit en ophtalmologie, les études ne sont pas forcément évidentes, hein, faut y arriver quand même. Donc, il faut s'intéresser un minimum au sujet. Je ne sais plus si c'est toujours ce qui est demandé en premier à l'internat aujourd'hui ou pas, mais enfin, je pense que la demande elle reste forte pour l'ophtalmologie. Donc c'est un métier passionnant et c'est un métier très méticuleux, etc. Il y a plein de choses qu'on peut dépister en ophtalmologie sur la santé générale. En optique, pareil, les technologies embarquées dans les montures, les verres, les lentilles de contact, etc., tout ça, ça évolue en permanence. Il faut juste s'intéresser et puis après avoir aussi peut-être un peu parfois la chance de prendre le bon train au bon moment sur une techno qui se développe. Je pense notamment là, ce qui, à mon avis, va venir dans les années qui viennent en lunettes, c'est tout ce qui est lunettes connectées. Là, on commence à avoir des produits un peu plus finis qui semblent être intéressants. Quel usage on en aura, ça c'est encore autre chose, mais ça se développe clairement. Donc voilà, il y a de belles années d'évolution encore. On en a fait 20 principales ces dernières années, je dirais. J'en vois bien encore 20 devant nous, que ce soit en ophtalmologie ou en optique. J'en profite, question subsidiaire. La chirurgie réfractive, on voit que, ça paraît magique, hein, que qu'on on en a Ouais. tous des proches, qui sont séparés de lunettes après 20 ans, 25 ans de port et qui trouvent ça magique. Et pourtant, il y a un développement qui est assez faible. À quoi tu attribues ça? Et est-ce que tu penses qu'un jour ça peut décoller ou bah, c'est voué à rester un petit peu sur cette tendance un peu plate? Bah, je pense que tous les patients qui étaient des candidats à la chirurgie réfractive, on a eu un grand essor au début parce qu'il y avait un stock, entre guillemets, de candidats à la chirurgie réfractive et que ce stock, bah, on l'a consommé au fil des années, hein. Moi, j'en ai fait pendant 15 ans de la chirurgie réfractive, donc bah, il y avait beaucoup de candidats qui avaient entendu parler, le bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, les freins, c'est que bah, on a épuisé ce stock, donc on est sur une pente un peu plus plane, a priori, ce qui paraît logique d'un point de vue démographique, hein. L'autre frein, c'est qu'on diagnostique mieux les contre-indications à la chirurgie réfractive. Je pense notamment au kératocone frustre qu'on dépiste mieux qu'au tout début de la topographie que j'ai pu connaître, où on pouvait passer au travers parce qu'on avait que la surface antérieure de la cornée à analyser, alors qu'aujourd'hui on a la pachymétrie, l'élévation de la courbe postérieure, etc. Donc bon, bah, on contre-indique plus facilement euh, pour éviter des complications ultérieures. Je pense qu'un autre frein, c'est aussi la peur, tout simplement. Il y a des patients qui ont peur de se faire opérer des yeux. Enfin, c'est une peur qui, à mon sens, est parfaitement légitime. Et puis, dernier frein potentiel, c'est le budget, puisqu'il n'y a pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Je ne sais plus où on en est. J'ai un peu quitté ce domaine d'activité, donc je ne sais pas si il y a une amélioration sensible de la prise en charge au niveau des complémentaires santé. Donc, voilà, on est dans une situation qui économiquement est pas forcément très glorieuse en ce moment. Donc, bah, la question du budget peut se poser pour un certain nombre de patients, j'imagine. Et puis la peur, voilà, donc il faut savoir rassurer. Je pense que ça va se démocratiser. Enfin, ça c'est déjà démocratisé, mais je pense qu'une fois que certains patients voudront franchir le pas, et je pense que pour avoir encore une porte d'entrée, le développement le plus important, à mon sens, il est sur la presbytie
au niveau de la chirurgie de la presbytie, parce qu'aujourd'hui, ces patients-là ne sont pas forcément des bons candidats quand on leur dit que c'est encore un petit compromis et qu'ils ne retrouveront pas leurs yeux de 20 ans. Donc voilà, quand on développera peut-être à terme des technologies différentes, ça sera quelque chose d'intéressant. D'accord. Eh bien, écoute, parfait. Merci Philippe merci beaucoup, pardon, de ton intervention. Ça a été, Je t'en prie. très complet. On a découvert ce métier d'oculariste, ici sur Vision d'Expert et puis, tu seras désormais mon intervenant, sur ce domaine-là, dès qu'on va voir une évolution, quelque chose, là-dedans. Merci beaucoup et Merci puis pour ton accueil. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Philippe porte un regard rafraîchissant sur l'ophtalmologie. Il bénéficie d'un angle très large et toujours bienveillant sur les différents métiers qui gravitent autour de l'ophtalmologie. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.